Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri Delesquin. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je reçois aujourd'hui avec bonheur et surtout avec intérêt, avec grand intérêt, le professeur Jean Costantin pour répondre à la question « Faut-il légaliser le cannabis ?» Le cannabis qu'on appelait autrefois en bon français le chanvre indien. Alors, professeur Delaveau, nous avions fait en février 2010 une émission. Professeur Costantin nous avait fait en février 2010 avec le professeur Delaveau une émission sur le sujet du cannabis et de ses méfaits. Vous êtes le grand spécialiste de la question. Vous aviez écrit en 2006 chez Odile Jacob « Halte au cannabis » et vous venez de récidiver avec un livre chez le même éditeur intitulé « Pourquoi il ne faut pas dépénaliser l'usage du cannabis ». Donc c'est 2013 pour ce second livre. Vous avez fait beaucoup d'autres ouvrages, et notamment un livre qui est tout à fait passionnant, également avec le professeur Delaveau, sur café, thé, chocolat, les bienfaits pour le cerveau et pour le corps, et c'était également en 2010 que nous en avions parlé. Alors, professeur Costantin, je précise aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes une sommité médicale, et je ne cherche pas à vous flatter, c'est une vérité absolue. Vous êtes professeur émérite à la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen. Vous avez dirigé une unité de recherche de neuropsychopharmacologie associée au CNRS et vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de pharmacie. Et vous êtes donc spécialiste, vous avez consacré votre carrière à la neuropsychopharmacologie. Autant dire que vous êtes particulièrement compétent pour nous dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est douteux sur le cannabis. Alors d'abord, expliquez aux auditeurs de Radio Courtoisie ce que c'est que la neuropsychopharmacologie. Le terme est un peu complexe. La neuropsychopharmacologie, bonjour monsieur Delesquin. La neuropsychopharmacologie est cette science qui donc s'intéresse à l'effet des agents psychotropes sur le cerveau. Toutes les molécules, naturelles ou de synthèse, qui sont capables donc de modifier les grandes fonctions cérébrales. L'éveil, l'attention, l'humeur, les troubles de type délirant, hallucinatoire, que sais-je. C'est cela donc la neuropsychopharmacologie. Voilà ce que vous écriviez en 2006, professeur Costantin. Constatant depuis une dizaine d'années l'ascension apparemment irrésistible de l'usage et souvent de l'abus du cannabis, je me suis ému de l'indifférence assez générale devant cette invasion. Je me suis irrité de la lenteur des organismes officiels à communiquer sur son ampleur. Je me suis emporté aussi face aux déclarations irresponsables, dites-vous, de personnalités évoluant parfois même dans les allées du pouvoir qui contribuaient de façon éminente à la banalisation de cette drogue. En de telles circonstances, on peut déplorer que ne soit au moins appliqué le principe de précaution, que l'on continue de laisser s'approcher des lieux de dispensation du savoir, les distributeurs, en anglais dealers, de cette drogue, qu'on tolère que s'élèvent des cours de récréation des fumées qui sont celles du tabac et le cas échéant du cannabis, qu'en guise de vessie à glace sociale, on ait laissé s'organiser dans certaines cités des trafics de drogue, faisant de ces jeunes distributeurs de drogue impliqués dans ceci des handicapés sociaux définitifs qui préféreront l'argent abondant et facile du trafic aux émoluments modestes de travaux parfois intenses et ingrats, avec ce zeste supplémentaire de plaisir associé à la transgression et au risque. Funeste erreur quand on constate que la pseudo-paix de ces cités consume la société alentour, au point parfois de brûler ces cités. Alors, c'était il y a 8 ans, est-ce que votre point de vue a changé ? Pas du tout. Et en fait, on constate que la situation, loin de se calmer, n'a fait que croître et embellir. Elle n'a fait que croître et embellir parce que le déni social ou sociétal reste complet et parce que ceux qui ont été aux manettes, ont gravement failli dans les missions qui leur étaient imparties. Il existe une mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies. Vous avez bien entendu, lutte. Pendant longtemps, en fait,
cette mission a surtout lutté contre les détracteurs du cannabis. C'est prodigieux. C'est aberrant. C'est prodigieux. C'est épouvantable. Et voilà pourquoi Terrifiant. nous sommes aujourd'hui avec des chiffres qui sont proprement calamiteux. Jugez plutôt. On estime qu'il y a actuellement dans notre pays 1 300 000 usagers réguliers de cette drogue, qui, je vous le rappelle, est illicite. Et parmi ces 1 300 000 usagers réguliers donc de cannabis, eh bien, il y en a 600 000 d'entre eux qui n'en sont pas des usagers une fois tous les 3 jours, c'est ainsi qu'on définit l'usager régulier, mais des consommateurs d'un joint, voire de plusieurs joints chaque jour. Alors ceci comparé au tabac pourrait faire imaginer que c'est de peu d'importance. En fait, l'importance naît du fait que le principe actif du cannabis, le tétrahydrocannabinol, le THC pour faire court, et c'est l'utilisation... Tétrahydrocannabinol ou THC, substance chimique. L'expression donc qu'on réutilisera THC. par simplification ultérieurement. Le THC est de toutes les drogues, je dis bien de toutes les drogues, la seule à se stocker très durablement dans l'organisme. Un joint, c'est 1 semaine dans la tête, et plein de joints, c'est pour des semaines et même des mois dans le cerveau et dans le corps. Oui, le tétrahydrocannabinol, au-delà de ses effets aigus, qui vont perdurer pendant, disons, 5 à 6 heures, selon l'importance de la prise, s'accumule dans le cerveau grâce à une solubilité exceptionnelle dans les graisses, dans les lipides. Or, notre cerveau est très riche en graisses et en lipides et constitue ainsi une véritable éponge pour le THC. Le THC, après s'être stocké, eh bien, va se détacher, se désorber, se libérer progressivement au fil du temps, et donc maintenir au très long cours une partie des effets qu'il avait eus à l'aller, une partie des effets qui étaient contemporains des concentrations les plus élevées. Donc, ne consommer qu'un joint tous les 3 jours, c'est être en permanence, à un certain degré au moins, sous les effets de ce principe actif qui est le tétrahydrocannabinol, qui est ce THC. Eh bien, les effets du tétrahydrocannabinol et plus largement du cannabis, doivent être disséqués en 2 strates, en 2 étages, l'un que j'appellerai le rez-de-chaussée et l'autre le premier étage. Alors on peut peut-être commencer par évoquer les méfaits physiques. Attendez, je vous arrête tout de suite parce que... non, je voudrais que nous soyons, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, parfaitement clairs. Si les gens se droguent, c'est qu'ils ont d'abord des effets positifs. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord quels sont ces effets diaboliques qui, justement, font l'attrait de cette drogue. On se sent bien, je suppose, quand on prend de ce produit. Donc, comme quand on prend de l'alcool. Les drogues, toutes les drogues, ont comme commun dénominateur mécanistique d'intensifier, d'accroître la libération d'un neuromédiateur, une substance de communication. La dopamine. La dopamine. Ah, je savais. La dopamine, c'est l'amine du plaisir. La dopamine, c'est l'amine du plaisir. Et il est dans le cerveau humain, mais aussi d'autres espèces d'animaux, une structure de très petite taille, mais qui est qualitativement très importante. Il s'agit donc du noyau accumbens. Le gros mot est lâché. Ce noyau accumbens, c'est une petite structure. Parce que le mot, c'est à quoi ? Accumbens, A-C-U-M-B-E-N-S. Noyau accumbens, ou accumbens. Moi, j'aurais dit acabans, enfin bon. Eh bien, donc, vous le prononcez en latin exact, restitué. Quelle que soit la drogue qui soit consommée, elle a pour effet de produire une libération de dopamine dans ce noyau accumbens, ce qui procure à celui qui vit cela une sensation de plaisir. Ne me demandez pas de définir le plaisir, chacun a sa définition. Il y a celle du pharmacologue, il y a celle du psychologue, il y a celle du philosophe. En fait, il y a même à ce stade du plaisir, bien individuelle. À ce stade du plaisir, d'abord, je voudrais savoir, il faudrait peut-être demander aux usagers de ces drogues, mais je voudrais savoir si
le plaisir est de même nature que pour d'autres drogues, y compris des drogues moins dangereuses, l'alcool, le tabac peut-être, ou le café, le thé, le chocolat, si le chocolat est une drogue. Est-ce que le plaisir est toujours de même nature ? Le sait-on ? Les psychologues se sont-ils interrogés là-dessus ? Et d'autre part, quelle est la durée de ce plaisir ? Alors, la durée de ce plaisir est exactement celle pendant laquelle dure la libération de dopamine dans ce noyau Monsieur accumbens. de la Palisse, le professeur de la Palisse aurait dit la même chose, le professeur Constantin. Mais combien de temps ? Mais pour chaque drogue, la demi-vie de chaque drogue, le temps pendant lequel cette drogue est dans l'organisme, eh bien, est éminemment variable. Avec le tabac, par exemple, le consommateur va remettre la main au paquet pour reprendre une nouvelle cigarette tous les 3 quarts d'heure ou toutes les heures pour réintroduire de la nicotine à la hauteur de ce qui vient d'être éliminé. Eh bien, pour le tétrahydrocannabinol, dans la mesure où la drogue perdure dans l'organisme, eh bien, une fois tous les 3 jours, peut assurer à un certain degré ce plaisir. En fait, la notion de plaisir est tout à fait proche de celle du déplaisir. Le plaisir, en fait, c'est ce que l'on éprouve à un certain moment et que l'on éprouve rétrospectivement lorsque l'on en est privé. C'est le déplaisir, dans une certaine mesure, qui fait percevoir, éprouver le plaisir qui l'a précédé. Alors c'est terrible ce que vous dites, je fais une parenthèse métaphysique, cher professeur Constantin, puisque je pense qu'avec moi les auditeurs de Radio Courtoisie se le disent aussi, que c'est ce que vous dites est un peu conforme à la doctrine bouddhiste qui estime que le plaisir n'est qu'une illusion de l'absence de souffrance. Vous dites que c'est le déplaisir qui fait le plaisir. En fait, c'est l'absence de déplaisir qui est le plaisir. C'est de la double négation. C'est assez terrible. Enfin bon, passons. En fait, organiquement, c'est cela. Cette libération de dopamine dans le noyau accumbens, primitivement, a été au service de la faim, de la soif et de la reproduction. Il a fallu pour que les individus se sustentent, qu'ils aient faim, qu'ils aient soif, et pour qu'ils se reproduisent, qu'ils aient du plaisir à se reproduire. Absolument. Si j'ose dire. Et donc, l'homme en particulier a détourné ce dispositif pour faire naître du plaisir d'autre chose que de ces activités que je qualifierais d'élémentaires, qui est, d'une part, vitale, qui est donc la satisfaction de la faim, la satisfaction de la soif, ou le besoin de se reproduire, d'assurer la pérennité de l'espèce. Professeur Constantin, donc je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous parlons du cannabis, et plus précisément que j'interroge le professeur Jean Constantin sur la question cruciale, aujourd'hui cruciale, plus que jamais, faut-il légaliser ou dépénaliser le cannabis, qu'on appelle encore le chanvre indien. Alors, quand même, il y a des niveaux dans la drogue. Vous dites bien dans vos ouvrages, professeur Constantin, que, indépendamment de ses effets négatifs, le cannabis est une drogue moins puissante que l'héroïne ou que la cocaïne. Et donc, ça veut dire que le plaisir est moins intense que celle de ces drogues plus puissantes. Non pas moins puissante, mais dans la mesure où l'effet ne disparaît pas brutalement du fait d'une élimination rapide, le sujet n'éprouve pas ce grand vide instantané qui l'incite à retrouver l'état antérieur à n'importe quel prix. Dans la mesure où les taux de tétrahydrocannabinol, donc le niveau de la libération de dopamine, ne chute pas en piqué, en crash, mais en vol plané, eh bien, le fait de se poser sans drogue se fait sur un mode plus doux que lorsque le sujet voit chuter brutalement et la concentration de la drogue et la libération de dopamine. Il existe ce que j'appelle l'échelle des toxicomanies. Le premier barreau, c'est la caféine. Le deuxième barreau, c'est le tabac et la nicotine. Parce que vous avez en face de vous un caféinomane.
Oui, mais moi aussi. Il D'accord. n'empêche que C'est la une confession caféine- pour les éditeurs de Radio Courtoisie. Nous sommes deux drogués, mais modestement, au café. Au Voilà, café. ou au thé peut-être, qui contient Et aussi de la dans le caféine. livre qu'avec le professeur Delaveau nous avons consacré au café, au thé, chocolat, nous Odile nous sommes Jacob aussi. livrés à cet oxymore qui était le café, une bonne drogue. Professeur Jean Constantin, professeur Pierre Delaveau, café, thé, chocolat, les bienfaits pour le cerveau et pour le corps, aux éditions Odile Jacob, à recommander à tous les gourmands. C'est-à-dire, ça fait beaucoup de monde. Hein. Donc le premier échelon de l'échelle des toxicomanies, c'est la caféine. À 1 degré de plus, nous arrivons au tabac et à sa nicotine. À 1 degré de plus encore, on arrive à ce moment-là à l'alcool. Étant entendu que tous ceux qui boivent du café ne sont pas fumeurs, mais tous ceux qui sont fumeurs boivent du café. Tous ceux qui boivent du café ne sont pas alcooliques. Attendez, parce que pour l'instant, j'avais compris qu'il y avait une échelle de Richter des drogues, du plus grave, de la moins grave à la plus grave. Mais vous avez l'air de dire que quand on prend du café, on est déjà sur le premier échelon de l'escalade et qu'on va passer au tabac ensuite, etc. Oui, et donc tous ceux qui consomment Il y a du une tabac, incitation à tous ceux franchir qui l'étape suivante. consomment du tabac consomment du café, Aussi, ah oui. mais bien sûr. Tiens. Et tous ceux ensuite qui passent à l'alcool, tous les alcooliques sont fumeurs et sont consommateurs de caféine. Et on continue, on y ajoute le cannabis. Eh bien, en fait, ça n'est pas seulement l'escalade, c'est la polytoxicomanie. Dans Oui, l'escalade... parce qu'on continue à prendre du café. Absolument. Et Dans du l'escalade, cannabis. vous abandonnez une prise, la prise du bas, pour accéder à une prise plus haut située. Ça, c'est l'escalade. Eh bien, en fait, en matière de toxicomanie, on assiste de plus en plus à une polytoxicomanie. On ajoute des drogues nouvelles, sans oublier celles qui les ont précédées. Donc, au cannabis, va faire suite souvent les drogues excitantes, la cocaïne, les amphétamines, l'ecstasy, la catinone. Et puis, ça va être ensuite les produits dits de substitution à l'héroïne, avec la méthadone, avec le trop fameux Subutex, Et qui la buprénafine à haut dosage. lui qui est distribué gratuitement par l'État, non, me semble-t-il. Tout à fait, le Subutex, bien sûr. Donc on mais distribue une drogue gratuitement. Ça justifiera une émission à soi seul. Les multiples dysfonctionnements de Subutex, qui sont en fait chacun d'eux un scandale, mais dont en tout cas la sommation aboutit à un scandale absolument caractérisé. Alors revenons au cannabis, qui est notre sujet central, professeur Jean Constantin, et revenons à ce sujet central. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous interroger à nouveau 4 ans après sur ce sujet? C'est parce qu'il y a un mouvement dans le monde de dépénalisation ou de légalisation du cannabis. Alors, vous avez écrit un livre en 2013, pourquoi il ne faut pas dépénaliser le cannabis, chez Odile Jacob également. D'abord, pourquoi cette distinction sémantique entre légaliser et dépénaliser? Je vous avoue que je suis un peu juriste et pourtant je ne vois vraiment pas la différence. Dépénaliser, c'est cesser de condamner, en fait, l'usage illicite du cannabis. Légaliser, c'est autoriser la vente et organiser celle-ci dans le pays, ce que réclament par exemple les députés, les sénateurs verts qui ont déposé en fait une loi visant à la légalisation du cannabis à des fins non thérapeutiques, en précisant que ceci devrait faire l'objet de magasins particuliers qui devraient être à distance des écoles, mais où on pourrait donc très librement... Alors ça, c'est de la légalisation. On n'est plus dans la dépénalisation. Il ne s'agit plus de condamner celui qui est pris en flagrant délit de consommation. Il s'agit en fait d'organiser la vente, l'achat, puisque cela n'a plus rien d'illicite. Et même si on doit en limiter la publicité, eh bien cela... Oui, mais moi je dirais plutôt que... C'est la situation du tabac. Oui. Le tabac est une drogue qui est en fait une drogue légale qu'on peut se procurer aussi librement qu'on le veut.
hormis si l'on est mineur, mais on sait que 70% des buralistes ne respectent pas cette interdiction de vente du tabac aux mineurs. Disons que la question, c'est de savoir si on rend licite seulement la consommation, ou si on rend licite non seulement la consommation, mais aussi le commerce. C'est cela dont il s'agit. Bon. Oui, mais dans un premier cas, vous condamnez celui qui donc... C'est ce qui se passe actuellement. Celui qui est pris en flagrant délit de consommation a des comptes à rendre à la justice. Il va être pas beaucoup, à vrai dire. Hein. C'est assez bénin actuellement, paraît-il. Hein. Tout à fait. Non, mais ça, c'est le génie français d'avoir des lois pour tranquilliser donc le citoyen, mais de ne pas les appliquer pour ne pas troubler en fait celui qui déroge. On pourrait philosopher sur le sujet parce que c'est très important. Effectivement, le système français, qui n'est pas seulement français d'ailleurs, hein, qui est le système de l'individualisation de la peine, qui donne au juge, c'est ce qu'on appelle l'état de droit, un pouvoir inouï, un pouvoir largement arbitraire, puisqu'il y a une peine maximum qui peut être très élevée, et une application qui dépend entièrement de son bon vouloir, de son appréciation des faits, et qui est souvent très bénigne. Oublions un instant le cannabis. Savez-vous que dans le code pénal, le fait de brûler volontairement un objet, meuble ou immeuble, est passible de 10 ans de prison. 10 ans de prison. 40 000 voitures sont brûlées chaque année. Non, on doit quand même bien arrêter ou soupçonner un certain nombre de gens d'avoir commis ce crime, car 10 ans de prison, c'est un crime. Eh bien, j'ai vu récemment qu'on avait jugé un incendiaire de voiture, il a eu droit à 3 mois de prison avec sursis. Voilà. Alors que la peine maximale est de 10 ans. Alors revenons au cannabis. Je n'ai pas regardé quelle était la peine maximale pour le cannabis, mais ce qui est certain, c'est que c'est interdit par la loi, et que la loi est très mal appliquée, avec beaucoup de bienveillance. Donc là, ce que vous voulez dire, c'est d'abord, qu'il ne faut la loi est méconnue. Ensuite, elle n'est pas enseignée. Ensuite, elle n'est pas justifiée. On sait bien que c'est interdit. À peine. Il en est qui sont tout à fait surpris d'être amenés au poste parce que c'est devenu tellement banal dans leur environnement. On sait qu'on ne trouve pas du cannabis, du chanvre indien, c'est la même chose, dans les magasins. On sait qu'il faut s'adresser à des distributeurs, appelés dealers en anglais, pour avoir de ce produit interdit. Encore qu'on a laissé s'ouvrir dans le royaume les fameuses grow shops, des boutiques dans lesquelles on peut acheter tout le matériel permettant la culture du chanvreux en chambreux. Attendez, en France ? En France. Le royaume, je croyais que vous parliez du royaume de Hollande. Oui, non, au royaume de France, chaque grande ville comporte des gros shops. C'est théoriquement des boutiques. Gros shops, c'est de l'anglais, ça veut dire la boutique à quoi de GROW ? GROW, où la boutique de plantation, alors. Où l'on peut acheter le matériel pour la culture des plantes délicates. En fait, mais on pourrait poursuivre ces gens-là, c'est de la complicité. Mais bien Attendez, sûr, lorsque quelqu'un fournit un pied de biche à un cambrioleur, il est complice du cambriolage. Donc lorsqu'on fournit à quelqu'un des moyens de cultiver du cannabis, on est complice. Mais bien sûr. Mais alors pourquoi n'applique-t-on pas la loi ? Au nez et à la barbe des pouvoirs publics, ces boutiques se sont ouvertes. Qui plus est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sur leur terrasse, cultivent des plantes de cannabis. Bien sûr. Qui plus est, elles se sont intitulées THC, qu'il faut traduire par tout pour l'horticulture contrôlée. Mais non, ça veut dire tétra, cannabiol. Vous voyez comment on joue de l'acronyme. Hein. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur leurs affiches, il y a une graine qui est en train de germer et dont sort une plantule qui a la très jolie couleur de la feuille verte du cannabis et les indentations caractéristiques. D'une circulaire du ministre de la Justice adressée au procureur pour que cela cesse ça. Eh bien, ça n'a pas été fait. Eh bien, voilà, donc j'espère. Et à la tête de la MILT, que donc je vous propose d'écrire une lettre ouverte à Madame Rachida. Non, ce n'est plus Madame Rachida Dati, c'est Madame Taubira, pardon, je retarde. Pour lui demander d'envoyer cette circulaire visant à l'interdiction de ces boutiques de culture. Vous croyez que personne n'a pu lui dire cela ? Vous croyez que la police... Ouais, mais si vous êtes quand même le professeur Jean Costantin, vous êtes une sommité de la chose, vous êtes membre de 2 académies, l'Académie de médecine et l'Académie de pharmacie, vous avez écrit sur le sujet des livres fort érudits.
Bon, je pense que vous devriez l'écrire. Mais c'est tellement notoire que cela deviendrait risible. Je ne me risquerai pas dans une telle opération. Ça fait plus de 10 ans que ces boutiques ont pignon sur rue. Les feuilles de papier à cigarette grand format que vous pouvez trouver donc chez les buralistes n'ont d'autre usage, et chacun le sait, en particulier ceux qui le vendent, que de pouvoir rouler des joints ou des pétards. Et donc, ces feuilles de papier à cigarette grand format ne sont vendues Attendez, parce que moi je suis extrêmement innocent, professeur Costantin. Quand je vois quelqu'un dans la rue qui roule une cigarette, je crois naïvement que c'est du tabac, mais vous voulez me dire que c'est du cannabis ? Et dans plus de 30% des cas, ils ajoutent au tabac, ils égrènent dans le tabac on peut mélanger le tabac et le cannabis. De la résine de cannabis. Oui. Ou bien, ils fument l'herbe, la bœuf, la ganja, c'est-à-dire des fragments de feuilles de cannabis, de courts rameaux et des fleurs, en particulier les fleurs de cannabis femelles, beaucoup plus riches en tétrahydrocannabinol que le cannabis mâle. Alors nous allons nous arrêter un instant pour faire le tour du monde du cannabis. Et alors peut-être d'abord un tour du monde historique et puis un tour du monde sur les tendances actuelles. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent le libre journal d'Henri de Lesquen et que j'ai l'honneur de recevoir le professeur Jean Costantin, membre de l'Académie de médecine, membre de l'Académie de pharmacie, spécialiste de neuropsychopharmacologie, et qui a écrit en dernier lieu « Pourquoi il ne faut pas dépénaliser l'usage du cannabis » aux éditions Odile Jacob. Et auparavant, il avait écrit « Halte au cannabis » et chez le même éditeur. Donc on peut dire que vous êtes, je ne sais pas si vous avez beaucoup de rivaux dans la matière, vous êtes le grand spécialiste français du cannabis et de ses effets toxiques. On peut le dire. Je ne le méconnais pas totalement, effectivement. On peut dire que vous êtes le grand spécialiste. Alors, je voudrais que nous fassions un peu le tour du monde. Alors, avant de parler de l'actualité, c'est-à-dire de l'Uruguay, de l'Arizona ou de je ne sais quels États américains qui légalisent ou dépénalisent le cannabis, le chanvre indien, c'est la même chose. Expliquez-nous, rappelez-nous d'où vient ce produit, quand il a commencé à être consommé. Alors il faut bien distinguer le chanvre textile, qui est cultivé depuis des millénaires. Il s'appelle aussi cannabis en latin. Fibre. Ça, c'est donc le chanvre textile. C'est le chanvre Cannabis sativa, c'est le chanvre de culture qui est cultivé donc pour ses fibres, lesquelles servent à tisser des toiles, à tresser des cordages. Et puis il est une variété de ce chanvre qui a vu le jour sur les contreforts himalayens, dans des régions sèches, dans des régions arides. Et là, la plante, pour se préserver de la dessiccation, a fabriqué une résine. Et cette résine concentre donc le tétrahydrocannabinol. Cette résine est abondante au niveau des feuilles, des poils tecteurs, et en particulier dans la fleur, et surtout la fleur femelle, beaucoup plus que dans la fleur mâle. Oui, le cannabis, le chanvre indien, est une plante dioïque. Il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Eh bien, au fil du temps, parce qu'il existe un marché, parce qu'il existe une demande des consommateurs, eh bien, on s'est ingénié à obtenir des plantes ayant des taux de plus en plus élevés de tétrahydrocannabinol. Au passage, professeur Costantin, je remarque que ce nom de cannabis indica, ce qui veut dire chanvre indien en français, s'explique tout simplement parce que l'origine de cette plante, c'est bien l'Inde, c'est le nord de l'Inde. Tout à fait. Les contreforts de l'Himalaya dans le nord de l'Inde. Oui. Voilà. Et donc, comme il s'agit d'une plante dioïque, quand on a repéré un pied mâle riche en tétrahydrocannabinol et un pied femelle riche également en tétrahydrocannabinol, on va se livrer à ce que l'on appelle la sélection génétique. On va faire se reproduire entre eux ces parents qui sont à haute teneur en tétrahydrocannabinol. Comment le voit-on qu'ils sont à haute teneur ? On va polliniser la fleur femelle avec la fleur mâle. Comment voit-on que le pied... On roule quelques feuilles et on constate que les effets qui en sont perçus sont particulièrement marqués. Il faut d'abord essayer. Et donc, par le jeu de ces sélections génétiques,
on a des catalogues extraordinairement nombreux, ou plutôt des catalogues extrêmement fournis, en des variétés qui s'appellent Misty, Ice Blue, Nedervik, Skunk, Super Skunk, caractérisés par des teneurs de plus en plus élevées. Nous ne sommes pas des indications gastronomiques aux consommateurs. Mais donc, on a comme ça une multitude de variétés caractérisées par des taux de plus en plus élevés. Et l'on estime ainsi qu'au cours des 30 dernières années, le taux moyen de tétrahydrocannabinol dans les produits en circulation, se sont multipliés ces taux d'un facteur 5 environ. C'est comme si vous compariez les effets d'une canette de bière à 5 degrés et les effets d'un flasque de whisky, 250 millilitres d'un whisky à 40 degrés. On ne joue plus du tout dans la même cour. Dans le premier cas, c'est la désinhibition, c'est le rire bête, c'est l'empathie. Dans l'autre cas, c'est la défonce. C'est donc l'état délirant, l'état hallucinatoire. Ajoutez à cela de nouvelles modalités de consommation. Attendez, sur la dose, permettez-moi au passage de rappeler cet adage prêté à Paracels que votre collègue, le docteur Jean-Marie Bourg, cite souvent. Docteur Jean-Marie Bourg, c'est ce grand nutritionniste que vous connaissez bien, puisqu'il est votre collègue à l'Académie de médecine. C'est tout est bon, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Alors appliqué au cannabis, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait, sans que ce soit un poison, consommer de faibles doses de cannabis? Y a-t-il, autrement dit, pour employer un langage technique, un effet de seuil? Oui, mais évidemment, mais c'est vrai pour n'importe quoi. Il est des doses de n'importe quel produit qui sont absolument anodines, et au-delà de ces doses, on rencontrera l'eau elle-même est toxique. Ne buvez pas plus de 20 litres d'eau. 20 litres, il faut le faire quand même. C'était le supplice de l'eau, autrefois. On en mourait. Donc il n'est pas de produit anodin. Le poison est effectivement dans la dose. Alors est-ce que pour le cannabis, la dose du poison est faible ? Un des génies particuliers de ce THC, c'est d'agir à des doses fifrelinesques, jugées plutôt. Avec l'alcool, pour éprouver l'ivresse, il faut installer une alcoolémie de l'ordre d'1 gramme par litre. Pourquoi Attends, je vous arrête sur ce point. Parce que officiellement, c'est à 1 demi-gramme par litre qu'on n'a pas le droit de conduire. Absolument. Alors, vous dites 1 gramme. On parle de l'ivresse aiguë au-delà de 0,50 g. On commence à présenter des troubles quant à la qualité de la conduite. Et le législateur a bien fait la conduite de choisir dans tous les domaines, pas seulement la conduite automobile. On peut même discuter d'ailleurs ce niveau. Chez des sujets qui ne consomment jamais d'alcool, à 0,50 g, ils sont dans un état souvent de faible capacité à conduire. Et ça, c'est le problème du choix des doses, d'une dose unique devant s'adresser. On est bien obligé de simplifier. Une multitude d'individus, une grande variabilité interindividuelle. Je disais donc, avec l'alcool, pour en éprouver l'ivresse nette, il faut atteindre une alcoolémie de l'ordre du gramme par litre de sang. Avec la morphine, pour en éprouver les effets stupéfiants, il suffit d'une dose 1000 fois moindre, une concentration de l'ordre du milligramme par litre de sang. Avec le tétrahydrocannabinol, le THC, c'est une dose 1000 fois moindre encore. Non pas du gramme donc, non pas du milligramme, mais du microgramme par litre. Ah oui, c'est très efficace. Ça agit à des doses fifrolinesques, ça agit à de très faibles doses. Et je vous ai dit qu'au fil du temps, en fait, les concentrations n'ont cessé de grimper dans les produits qui sont en circulation. Ce qui veut dire qu'on commence à s'intoxiquer dès la première bouffée de cigarette au cannabis. Absolument. Ajoutez à cela qu'il y a de nouvelles modalités de consommation. Les mômes, qui sont assez malhabiles à rouler des joints ou des pétards, recourent à la pipe à eau, la chicha, le narguilé, le chillum, le bang, le bong, le narguilé. En fait, elles sont, ces pipes à eau, disponibles librement sur des vitrines de magasins et pouvant être achetées par des mineurs, rien ne l'interdit, ou encore achetées pour 20 € sur l'Internet. Alors en quoi cela est-il nouveau et dangereux ? C'est que lorsque vous fumez une cigarette, quand vous avez aspiré la fumée, au bout de 30 millilitres de fumée, très spontanément, vous arrêtez d'aspirer parce que la chaleur des fumées
échauffe votre cavité buccale et tout naturellement, vous arrêtez d'aspirer. Mais si maintenant les fumées peuvent être rafraîchies, refroidies par barbotage dans l'eau froide, vous n'avez plus cette limite alors des 30 millilitres de fumée. Alors je ne savais pas vous que allez vider le narguilé oriental était plus dangereux. Vous allez vider complètement vos poumons de l'air qu'il contient, puis aspirer d'un seul trait 3 litres et demi donc de fumée rafraîchie ayant barboté dans l'eau. Vous allez donc ainsi, par rapport à l'aspiration d'une cigarette, d'un joint ou d'un pétard, inhaler 100 fois plus de fumée dans votre espace respiratoire. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là d'autres effets nocifs que ceux dont vous allez nous parler en détail à propos de la consommation de THC, de tétrahydrocannabinol, c'est ça ? Tétrahydrocannabinol, le cachet, oui. La substance toxique contenue dans le cannabis. Est-ce que le fait de fumer n'entraîne pas des attaques du poumon Alors, comme pour le tabac ? Vous avez toute la nocivité du tabac, puisqu'en fait, le plus communément, 90% des consommations concernent de la résine de cannabis égrenée dans du tabac. Vous avez donc toute la toxicité du tabac. C'est vicieux, auquel on multiplie auquel on ajoute la toxicité du tétrahydrocannabinol. Le fait d'ajouter la résine de cannabis au tabac augmente la température de combustion de l'ensemble de 200 degrés. Ce qui pousse plus loin la décomposition thermique, ce que l'on appelle la pyrolyse, avec comme conséquence de générer 7 fois plus de goudron cancérigène, d'une part, et d'autre part... Donc ma question n'était pas sotte. Et d'autre part, davantage d'oxyde de carbone. L'oxyde de carbone, c'est ce poison de l'hémoglobine qui va se fixer sur le pigment sanguin et le rendre incapable de transférer l'oxygène des poumons qui le captent vers les muscles qui le consomment. Donc le fait d'ajouter de la résine du cannabis au tabac augmente la toxicité du tabac, déjà en évacuant l'aspect THC, augmente la toxicité du tabac par la production de davantage de goudron et de davantage d'oxyde de carbone. Attendez, pour l'oxyde de carbone, il s'agit bien sûr du monoxyde de carbone, le CO. Et on parle souvent dans la presse. Le gaz celui qui autrefois était à l'origine des intoxications par le gaz domestique, qui était le gaz des coqueries. Oui, mais il arrive de temps à autre que des gens s'intoxiquent au monoxyde de carbone. Un poêle tire mal. À cause d'un poêle qui tire mal et d'une fenêtre trop bien fermée. Mais on n'a jamais entendu dire que quelqu'un qui consommait du cannabis ou du cannabis mélangé au tabac était asphyxié par la asphyxié, non. Mais c'est pas partout ou rien. Le taux d'oxyde de carbone qui se fixe à l'hémoglobine est plus important. C'est-à-dire que la capacité qui est celle de l'hémoglobine à transporter l'oxygène, ce qu'on appelle son pouvoir oxyphorique, va se trouver réduit de 5, 10, 15, alors, 20%. Professeur Jean Constantin, je m'aperçois que nous avons dérivé par rapport au plan que je voulais suivre avec vous. Et pour les auditeurs de Radio Courtoisie, à savoir que vous nous avez dit que cela venait, que le cannabis ou chanvre indien, cannabis indica, venait de l'Inde, mais ensuite que s'est-il passé ? À quelle époque est-ce que ce produit a été consommé ? Comment s'est-il répandu dans le monde ? Alors il s'est étendu avec en particulier le monde arabo-musulman, hein, et puis jusqu'avant les années 40. Les musulmans consomment, dans le monde musulman, on consomme beaucoup de cannabis. Le Coran, en fait, interdit l'usage de tout produit de nature à modifier le fonctionnement psychique. Excellent. Et donc, c'est interdit au même titre que l'alcool. Ceci étant, c'est peut-être leur sagesse qui a constaté que le fait de consommer du cannabis était un puissant incitateur à la consommation d'alcool. Et donc, il était plus facile donc de réaliser un interdit pour l'alcool que de réaliser un interdit pour le cannabis, parce que, au plan géographique, le cannabis pousse remarquablement bien dans l'ensemble donc de l'ère sur laquelle... Il me semblait pourtant que dans au moins une partie du monde musulman, et dans un monde qui n'est pas musulman, qui est l'Éthiopie,
le cannabis est moins consommé qu'une autre drogue qui s'appelle le khat. Le khat, mais on n'est pas du tout dans le même type de drogue. Le khat, par sa catinone, est une drogue stimulante, éveillante, alors que le cannabis est une drogue, elle, sédative. Alors, notre émission ne porte pas sur le khat, mais au passage, est-ce que le khat n'a pas des effets nocifs au même titre que le cannabis ? Bien sûr, la catinone et maintenant les dérivés réunis sous le vocable de catinone développent des méfaits de plus en plus fréquemment recrutés dans l'ère européenne. Oui, absolument. Mais pourtant, le khat n'a pas le même succès mondial. Il est très localisé. C'est l'Éthiopie, c'est la mer Rouge, les pourtours de la mer Rouge. Alors, en dehors de cela, on n'en consomme pas. La catinone que l'on trouve dans les feuilles de khat résiste très mal au temps. Et c'est-à-dire que dans les 48 heures au moins qu'il faut pour que ces feuilles cueillies en Éthiopie parviennent sur le pavé parisien, eh bien, elles ont perdu 80% au moins de son efficacité. Ouais. Alors, revenons au cannabis. Donc, le cannabis, c'est d'abord étendu à partir de l'Inde dans le monde musulman. Donc, je suppose d'abord dans l'Inde des Moghols et ensuite dans tout le monde musulman. Et comment est-il passé en Occident ? Alors, c'est à l'époque de la campagne d'Égypte. Certains des soldats de Napoléon en avaient fait la connaissance. Napoléon a été en fait l'a interdit. Il y avait un attentat qui avait été fomenté contre lui par les individus qui étaient sous l'empire du cannabis. Et ceux-ci l'avaient renforcé dans l'idée que les hachichins avaient frappé, mais n'avaient pas réussi leur coup. C'est pas exactement la même époque, parce que l'un des noms du cannabis, c'est le hashish, un autre nom du cannabis, ou marijuana. Et on sait que le terme assassin, je crois que l'étymologie n'est pas controversée, vient du mot arabe hashishin, consommateur de hashish, sobriquet attribué à une secte ismaélienne, oui. Et en particulier à cette branche de la secte ismaélienne qui était installée dans le nord de la Syrie, et qui, à l'époque des croisades, au XIIIe siècle, sévissait dans l'ensemble du monde musulman, en particulier contre les Turcs seldjoukides, et aujourd'hui, et sévissait contre les croisés en particulier. Alors, le hashish ayant cette vertu, donc le hashish, le cannabis, de stimuler l'assassin qui prenait des risques qu'il sans doute il n'aurait pas pris s'il n'avait pas été intoxiqué au hashish, c'est-à-dire au cannabis. Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Ou bien c'était la récompense après avoir commis son forfait. Je crois que c'était avant. Ou bien c'était sous l'empire du cannabis qu'il devenait plus facile de commettre le forfait. C'est le grand débat. Enfin, c'est y a-t-il un débat ? Oui, il y a eu débat. Débat et je n'ai pas les éléments pour en trancher. C'était on l'appelait le chef, qui était d'ailleurs pas le grand chef de la secte ismaélienne en question, le vieux de la montagne, oui. Parce qu'il était dans les montagnes qui doivent être celles aujourd'hui des Alaouites d'ailleurs, des Alaouites de Syrie, et de là il envoyait des expéditions pour assassiner les dirigeants politiques du monde musulman. Il y a eu débat et je ne trancherai pas ce débat, ou bien c'était la récompense au retour de l'expédition, ou bien c'était sous l'empire du cannabis que l'expédition était réalisée. Je serais prêt à parier sur la deuxième hypothèse. Ah oui, mais moi pas. Pas vous ? Je sais. Non. Il y a. Non. Je pense au contraire que le cannabis crée un état de sédation qui me paraît n'est pas favorable peu compatible à l'acte, mais terroriste. Sous bénéfice d'inventaire, et l'inventaire n'a pas été fait. D'accord, entendu. Bien, alors donc ça se répand. Donc effectivement, en tout cas, ça nous situe les débuts de l'intoxication ou du commerce au XIIIe siècle au moins, au Proche-Orient. Et ça c'est ensuite vous dites que c'est en fait à la suite de donc au fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, que grâce, si je puis dire, grâce à la campagne d'Égypte de Napoléon, de Bonaparte,
le cannabis, le chanvre indien, est venu en France. Oui. Alors, pourtant, au 19e siècle, au 19e siècle, on parle beaucoup de l'opium. Oui. Il va être cantonné à ce moment-là à des milieux très restreints de sujets intellectuellement développés. Dans les années 1850. Pourtant, il consommait plutôt de l'opium. Il y a à Paris le club des Achichins. Ah oui. Le club des Achichins qui rassemble un certain nombre de sujets du mouvement romantique. On y trouve Hugo, Baudelaire, Nerval, Delacroix. Et Baudelaire a plutôt parlé de l'opium. Non, Baudelaire a beaucoup parlé du cannabis, pour en dire beaucoup de mal d'ailleurs. Et participe à ce club des Achichins un aliéniste déjà célèbre qui était Jacques-Joseph Moreau, dit Moreau de Tours, parce qu'il a fait ses études médicales à Tours. Et Jacques-Joseph Moreau va, dans le cadre du club des Achichins, consommer de cannabis. Il n'était pas fumé, il était mangé, dans la fameuse confiture verte que l'on appelait le dawamesque. Et donc on allait prendre la confiture verte à intervalles réguliers, et donc on allait gentiment délirer sous l'empire donc du cannabis. Et Jacques-Joseph Moreau a écrit en 1853, j'ai bien dit 853, un livre qu'il a intitulé « Du hashish et de l'aliénation mentale ». On savait déjà en 1853 que la consommation de cannabis induisait des expressions qui sont typiquement celles de ce qu'on appelle aujourd'hui la schizophrénie, qui était celle donc de la folie. Voilà, là, c'est l'un des gros arguments que vous mettez en avant, professeur Jean Costantin, et je le rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui écoutent ce libre journal d'Henri de Lesquen. Un des gros arguments, c'est que la consommation de cannabis est un facteur de la schizophrénie. Tout à fait, pouvant déclencher celle-ci, peut-être à partir d'un fond de vulnérabilité, pouvant faire apparaître chez les sujets qui n'ont aucune vulnérabilité ce qu'on appelle la psychose cannabique, qui se présente exactement comme une schizophrénie, avec délire, avec hallucination, qui réagit au même traitement que la schizophrénie, c'est-à-dire les neuroleptiques, les antipsychotiques, mais qui a cet avantage de pouvoir disparaître et ne pas réapparaître si le sujet ne reprend pas sa consommation. Mais à côté de cette entité particulière qui est la psychose cannabique, on sait que chez les sujets vulnérables, eh bien, la consommation de cannabis peut décompenser cette vulnérabilité et faire apparaître cette maladie sans retour qui est la schizophrénie. Alors, professeur Jean Costantin, permettez-moi de rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent le libre journal d'Henri de Lesquen, que je reçois donc le professeur Jean Costantin de l'Académie des Sciences, de l'Académie de médecine, de l'Académie de pharmacie, et qui est un spécialiste de neuropsychopharmacologie. Alors, je suis né en 1949 et je me souviens que dans les années 60 encore, on ne parlait pas très peu de hashish. Les consommateurs étaient très peu nombreux en France. C'est donc un mal qui s'est répandu récemment. Et aujourd'hui, c'est tellement bien répandu en France et dans le monde qu'il y a une pression pour sa légalisation ou pour sa dépénalisation. Alors, est-ce que nous pouvons faire le tour du monde de ce phénomène, puisque plusieurs États fédérés d'Amérique, États fédérés des États-Unis d'Amérique, ont déjà pris des mesures dans ce sens. Et puis, en Amérique du Sud, il y a l'exemple de l'Uruguay. Professeur Costantin. Alors, d'abord, la situation est éminemment différente selon les régions où l'on se situe. Mais la situation est encore troublée par la relation qu'on en fait. Par exemple, prenons l'exemple de la Hollande. La Hollande est longtemps apparue comme l'État le plus permissif d'Europe à cet égard. Mais cette permissivité était à l'usage externe. Les Hollandais sont un peuple marchand. Et la légalisation leur a permis en fait de vendre à l'extérieur ou de faire venir autour de la Hollande des jeunes Français, luxembourgeois, belges qui allaient consommer chez eux dans les coffee shops ce cannabis qui était donc de libre accès. Et comme les Hollandais savaient que cette légalisation risquait donc d'être une incitation pour leurs jeunes, une pression extraordinairement forte
pédagogique celle-là, menée par les familles, par les écoles, par les églises, eh bien, a permis pendant longtemps que cette légalisation n'ait que peu d'incidence sur la consommation de cannabis des jeunes Hollandais. Oui, mais comme c'est les assez polders... répugnant, excusez-moi, mais je trouve ça assez répugnant moralement. Mais comme bien attitude, évidemment. hein. Franchement... Mais bien évidemment, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je fais, moi, de la prévention et j'ouvre largement les frontières pour qu'on vienne de l'extérieur consommer le produit chez moi. Oui, mais comme les polders, quand ça n'est pas entretenu, eh bien, les digues finissent par se rompre. Or, eh bien, nos voisins hollandais voient actuellement leur jeunesse venir fréquenter ces coffee shops. Alors là, on ne joue plus. Stop, on arrête. Même si cela n'a pas été largement restitué par nos médias, ça ne les arrange pas trop, cette marche arrière de la Hollande. Cette marche arrière, ça consiste d'abord à fermer les coffee shops à proximité des écoles et des lieux de rassemblement de la jeunesse. Ça consiste ensuite à faire fermer des coffee shops parce qu'on a surpris des gens en train d'y fumer du tabac. Oui, on s'est servi donc, on se sert de la loi contre le tabac pour essayer de revenir en arrière avec le cannabis. Pardonnez-moi, mais comme vous êtes à Radio Courtoisie, professeur Constantin, coffee shop est un mot anglais, c'est un café, un coffee shop. Oui, mais chez eux, ça s'appelle coffee shop. Sûr, alors, d'accord, mais c'est un café. Oh non. C'est un café. C'est un café, bistrot. Mais dans le particulier où l'on vient justement consommer autre chose que du café. Consommer autre chose que du café. Donc 400 coffee shops ont été ainsi fermés à Amsterdam. Mais ça ne suffit pas encore pour empêcher les jeunes Bataves de venir consommer. Alors maintenant, pour étrangler ceux qui restent, on interdit l'accès de ces coffee shops aux Européens mineurs et dès lors, on va encore voir fermer davantage. Mais ceci dans la plus parfaite discrétion. Ça n'arrange pas grand monde, alors que quand on autorise quelque chose en matière de cannabis, les trompettes se mettent à sonner, mais dès que l'on fait marche arrière, on n'en parle plus, n'est-ce pas ? Il n'empêche qu'en Hollande, il est quand même permis d'ouvrir des boutiques où l'on vend librement il est encore permis. Du cannabis. Oui, c'est encore permis. Donc c'est légalisé. Donc oui, le cannabis est légalisé en Hollande, mais avec actuellement de très grandes manœuvres pour faire marche arrière. En Europe, je crois que c'est le seul pays, mais en Amérique du Sud, il y a maintenant, depuis que les ex-Tupamaros ont pris le pouvoir, ils ont créé le mariage homosexuel, etc. Et ils ont aussi légalisé complètement, je crois, le cannabis. Oui, alors, la situation sud-américaine est éminemment contaminés par le problème de la cocaïne. Et dès lors, la grande crainte des États sud-américains, c'est que toute drogue évolue donc sur le mode de la cocaïne. De là l'idée, qui me paraît d'une grande simplicité, qui serait de légaliser ces drogues, afin d'éviter que les choses n'évoluent comme elles n'évoluent à propos de la cocaïne. C'est exactement le discours qu'on essaie de nous tenir en France, en disant « mais regardez, l'insécurité dans les cités, elle tient au fait que le cannabis est interdit ». Libéralisons le cannabis et dès lors, ces trafics disparaîtront d'eux-mêmes. On estime qu'il existerait en France près de 100 000 dealers. Vous imaginez que le jour où le cannabis serait légalisé, il se reconvertirait immédiatement dans la vente des fraises tagada ou des sorbets au citron. Professeur Constantin, il y a en tout cas une certitude qui résulte d'une loi économique mieux établie que la plupart, à savoir que quand le prix d'un produit baisse, sa consommation ou sa demande augmente. Autrement dit, si on réduit les obstacles de consommation ou de vente du cannabis, il est certain que sa consommation augmentera. Et que donc les effets nocifs dont vous nous avez déjà parlé, dont vous allez encore nous parler, seront encore plus importants dans la population française. Mais autre aspect des choses, vous prenez le tabac, drogue légale, 13 millions de fumeurs dans notre pays, 73 000 morts chaque année.
Un fumeur sur 2 meurt d'une cause en relation avec sa consommation tabagique. On n'a pas de celui chiffre. qui n'en meurt pas, ne va pas bien pour autant. Angine de poitrine, infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, artérite des membres inférieurs. Voilà ce qu'est la situation d'une drogue licite dans notre pays. Alors, continuons notre tour du monde. J'ai parlé de l'Uruguay, ou Uruguay si vous préférez. Il y a plusieurs États fédérés, je crois que c'est l'État de Washington, Oui. et qui Le plus est, Colorado. alors, de manière très surprenante, c'est à la suite, le Colorado je crois, Oui. et c'est à la suite de référendums, qui sont d'ailleurs à mon avis des référendums assez truqués, parce que on a la proposition de loi consistait à dire que l'argent qui résulterait de la taxation de ce commerce servira à financer des œuvres sociales. Oui. Alors, donc on a en fait vendu la libéralisation du cannabis comme contrepartie d'un développement d'œuvres caritatives ou sociales. Pour le tabac, si nous devions amener le prix du tabac à un niveau où il ne coûte rien à la collectivité nationale, son prix devrait être multiplié par 3. Ah ben, c'est ce qu'il faudrait faire. Pardon ? C'est ce qu'il faudrait faire. Oui, mais bien sûr, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais donc, cette drogue licite qui est le tabac empoisonne littéralement la santé de ce pays. Hein, et voyez Notre pays. les infinies difficultés que l'on a à essayer d'en faire baisser la consommation. Alors, non, mais attendez, alors là, on a envie, Donc- et je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie ont envie de vous dire, mais à ce moment-là, si on interdit le cannabis, pourquoi légalise-t-on le tabac? Alors c'est un raisonnement dans les deux sens. On peut dire qu'il faudrait interdire le tabac, prohibition du tabac, purement et Mais simplement. bien évidemment. Ou en sens inverse, que puisque le tabac est légalisé et qu'il fait 73 000 morts par an, il faudrait légaliser aussi le cannabis qui fait moins de morts. Un tiers des Français de plus de 15 ans fument du tabac. On ne peut donc pas l'interdire. Au contraire, c'est Prendre une une raison de plus mesure. pour l'interdire. Prendre une mesure, non, mais il y a des seuils comme cela, et quelque chose qui est pratiqué par un tiers de la Il population, y aurait une révolution. eh bien, mais absolument. Si- Les fumeurs manifesteraient absolument. sur Donc, la place de la Concorde. il faut que ce par soit centaines une de œuvre milliers. de très longue haleine qui consiste Qu'à le dire. d'abord à empêcher de recruter de jeunes fumeurs. Et toute l'action doit être portée au niveau de la jeunesse pour l'empêcher de grossir le vivier des fumeurs. Hein. Enfin, Et je me demande si un gouvernement énergique ne devrait pas purement et simplement prohiber le tabac. On a bien fait ça aux États-Unis pour l'alcool, et ça, c'est contrairement à oui, ce qu'on a mais dit. on a fait marche arrière parce On a peut-être eu que tort. le coup était bien trop loin parti. S'agissant de l'alcool dans notre pays, c'est une mission impossible. Alors, attends, Ça, là, je ne suis pas partisan de la prohibition de l'alcool parce que, il y a un effet de seuil, et puis en dessous de cet effet de seuil, l'alcool présente un art de vivre qui n'est pas méprisable, hein, loin de là. Ah oui, mais le fumeur de cannabis pourrait vous tenir le même raisonnement sur l'art de vivre. Il n'y a pas d'effet de seuil. Pardon. Il n'y a pas d'effet de seuil. Oui, il y a des, on peut imaginer des cannabis faiblement dosés qui, en fait, créeraient, c'est comme la canette de bière, c'est la différence entre la canette de bière et le flasque de whisky, n'est-ce pas? Non, excusez-moi, ma remarque est technique, professeur Constantin, c'est l'effet de seuil, qui d'ailleurs est énoncé dans la formule classique, à consommer avec modération. L'idée, c'est que l'alcool consommé avec modération, non seulement n'est pas mauvais pour la santé, mais même favorable à la santé. C'est le paradoxe, Oui, mais le paradoxe du Sud-Ouest, puisque au Sud-Ouest, on prend beaucoup de graisse et on mange beaucoup de graisse et on consomme beaucoup d'alcool, et pourtant, il y a moins de maladies cardiovasculaires qu'aux États-Unis. non, mais pour parle du Sud-Ouest substance, français, hein. pour toute substance, on peut décrire un effet de seuil. Ah. Mais il y a derrière Non, vous venez de cela nous dire que pour le THC, l'effet c'était- d'accrochage. Non, attendez. Mais Vous venez de nous dire que pour la THC, l'effet de seuil était très bas, puisque dès le microgramme, ah oui, mais tout est relatif. l'effet de seuil au microgramme... Le nanogramme du cannabis Ouais, d'accord. est dépourvu d'effet. Non, mais, Non, mais ça n'existe pas. Une cigarette non, le de seuil- cannabis, c'est déjà le microgramme. le seuil doit être vu produit par produit, n'est-ce pas? Voilà. Le seuil doit être vu produit par produit. Et on ne peut pas comparer le microgramme de l'un au gramme de l'autre ou au kilo du troisième. Donc alors, aux États-Unis, plusieurs États ont déjà commencé, sous une forme ou sous une autre, à tolérer, plus que tolérer, à légaliser ou dépénaliser la consommation, Oui, dans même le l'État commerce du- de cannabis. Dans l'État du Colorado. Et c'est ce que souhaitent les sénateurs verts
et qui ont fait en janvier le dépôt d'un projet de loi sur le bureau du Sénat dans lequel ils demandent donc cette légalisation. Vous, professeur Jean Costantin, vous êtes hostile à la dépénalisation du cannabis. Totalement, oui, bien sûr. Pourquoi ? Eh bien, en raison des méfaits développés, dont nous n'avons pas encore parlé, des méfaits développés par ce cannabis. Et je proposais tout à l'heure de l'évoquer sous 2 étages, le rez-de-chaussée et le premier étage. La toxicité physique, somatique du cannabis, c'est d'abord, puisque fumé avec le tabac, la toxicité du tabac, auquel s'ajoutent des goudrons supplémentaires qui donc sont à l'origine de cancer de la gorge et de l'appareil broncho-respiratoire. Vous voulez dire qu'il y a des goudrons dans le cannabis qui ne sont pas dans le tabac ? Oui. Le fait d'ajouter de la résine de cannabis au tabac augmente de 200 degrés la température de combustion, ce qui pousse plus loin la pyrolyse, la décomposition thermique, et génère davantage de goudron. Vous l'avez dit, mais on n'est pas forcé de prendre du cannabis avec du tabac. On peut le prendre sans tabac. On peut prendre le cannabis sans tabac, mais le problème... La confiture dont vous parliez tout à l'heure pour Baudelaire, on peut la prendre, elle ne contient pas de tabac, cette confiture. Absolument. Eh bien là, quand on prend de la confiture, on n'a plus ce risque de toxicité pour la gorge et pour l'appareil respiratoire. Ceci étant, le tétrahydrocannabinol a des effets immunodépresseurs, diminue les défenses immunitaires, donc notre capacité de nous défendre contre les intrus microbiens. Ensuite, au niveau cardiovasculaire, il est montré que le cannabis peut être à l'origine d'artérite. Alors vous me direz, on connaît l'artérite du fumeur de tabac. Mais l'artérite du fumeur de tabac, c'est au-delà de la 50aine. On connaît chez les sujets jeunes des artérites en relation avec la consommation de cannabis. Une étude vient de montrer sur de très nombreux cas que le cannabis apparaît en 3e rang parmi les causes de déclenchement d'infarctus du myocarde. Le cannabis est en cause dans le développement d'une variété de cancers du testicule que l'on appelle le germinome non séminome. Le cannabis chez les sujets jeunes, et 2 belles études nous viennent du CHU de Strasbourg pour l'une, du CHU de Dijon pour l'autre, en France, pour les exemples français, de séries de jeunes sujets présentant des accidents vasculaires cérébraux en relation avec la consommation de cannabis. Le cannabis fait mauvais ménage avec la grossesse. Il a pour effet d'abréger la durée de celle-ci, d'au moins 15 jours en moyenne. Ah, c'est énorme. C'est pas mal, 15 jours sur 9 mois. Mais qui plus est, les enfants qui naissent alors sont plus petits que ne le voudrait la prématurité elle-même. S'agit-il de la consommation de cannabis pendant la grossesse ou avant la grossesse ? Pendant la grossesse. Il faut savoir que 4 femmes sur 5 qui fumaient tabac et cannabis avant d'être enceintes sont incapables d'arrêter leur consommation pendant la grossesse. Autre conséquence, les nourrissons qui vont naître donc de ces grossesses menées sous cannabis présentent un retard de leur développement psychomoteur à toutes les mesures qui ont été faites pendant les 10 premières années de leur vie. Il était montré aussi que ces consommations avaient pour effet d'augmenter l'incidence des morts subites inexpliquées. Qu'elles avaient aussi pour conséquence d'augmenter la fréquence des troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention. Et enfin, qu'à l'adolescence, les enfants dont la maman avait consommé du cannabis pendant sa grossesse étaient plus fréquemment victimes donc de toxicomanie. Maintenant, était-ce l'imprégnation ou le fait d'avoir été éduqué dans un milieu où on avait une grande permissivité vis-à-vis des drogues? Le problème se pose. On sait que chez le sujet masculin, la consommation de cannabis a pour effet, parce que le tétrahydrocannabinol se concentre dans les testicules comme il se concentre dans le cerveau, a pour effet de diminuer la sécrétion de l'hormone mâle qui est la testostérone. De là au long cours, une diminution de la taille des testicules. De là au long cours, une diminution de la libido et une certaine régression des caractères sexuels masculins. Vous voulez dire que le cannabis rend les hommes efféminés ? Les fumeurs de cannabis sont de mauvais amants.
Avis aux amateurs, ou plutôt aux amatrices. Cela a pour effet de diminuer le nombre des spermatozoïdes dans le liquide séminal. Et il y a même une étude qui a été faite, mais c'était sur les spermatozoïdes de l'oursin. Une histoire qui manque pas de piquant. L'oursin et l'homme, ce n'est quand même pas tout à fait pareil. La tête de ces spermatozoïdes, l'acrosome, pénètre moins facilement l'ovule, la coque de l'ovule. Et on n'a pas la même chose pour l'homme. Cela ne fait pas. La transmission n'a pas été faite, mais il y a des études qui sont faites à Rouen en particulier. Chez vous? Non, pas dans mon laboratoire, dans le laboratoire du CHU, qui étudie les conséquences, en fait, du cannabis sur les spermatogonies, sur les cellules donc qui sont à l'origine des spermatozoïdes. Ceci étant dit, cela ne fait pas du cannabis un contraceptif masculin, mais néanmoins, chez les sujets qui seraient à la limite de la fertilité, la consommation de cannabis pourrait les rendre résolument infertiles. Ouais. Ça, c'était donc au niveau du rez-de-chaussée. Bien plus grave, bien plus important sont les méfaits du cannabis au niveau cérébral. Le cannabis, d'abord, c'est la sédation. Crée un effet sédatif. Alors, en français, ça veut dire que ça fait dormir? Pardon? Alors, en français élémentaire, ça fait dormir. C'est pas proprement hypnotique, mais ça aiderait, ça rend apathique. Ça aide à entrer dans le sommeil. Avec une ivresse qui est à plein d'égards comparable à l'ivresse induite par l'alcool. Il faut savoir que la rencontre du cannabis et de l'alcool se potentialise mutuellement. Ça s'est vu par exemple sur la route. Il y a une étude, l'étude SAM, stupéfiants et accidents mortels de la route, qui montre que la rencontre du cannabis et de l'alcool multiplie par 14 le risque d'avoir un accident mortel de la route. Oui, en agissant sur deux pédales différentes, il y a un effet commun, donc, qui est cette ivresse avec des perturbations, des perceptions, de la coordination des mouvements, des réflexes. Et donc, non seulement sur la route, mais en milieu professionnel, eh bien, le cannabis est un grand fauteur d'accidents de la route ou d'accidents professionnels. Je crois que vous avez donné un chiffre dans l'un de vos ouvrages, c'est de l'ordre de 13% des accidents qui sont influencés par le cannabis, où le cannabis intervient dans la causalité. Dans cette étude très ancienne, l'étude SAM, que le cannabis était à l'origine de plus de 300 morts chaque année sur la route, isolément, en dehors de toute autre consommation de produits. En fait, on sait que cette étude était à minimiser les résultats. On le sait parce que on ne prenait en compte alors que les taux de tétrahydrocannabinol au niveau du microgramme par litre. Or, on sait que lorsque le tétrahydrocannabinol quitte le sang, c'est pour aller se loger dans le cerveau. Une étude a été faite par Patrick Murat, qui est le toxicologue de l'hôpital de Poitiers. Il a eu accès à des individus qui étaient morts d'accidents de la route dans des conditions que l'on qualifierait d'inattendu. Accident le matin, en ligne droite, la route était sèche, le véhicule était en premier état, conditions insolites, inattendues. Comme ils étaient morts, il avait accès non seulement au sang, mais également au cerveau. Et de constater que sur 3 de ces victimes sur 10, les taux d'alcool étaient nuls dans le sang. Mais quand il n'y a pas d'alcool dans le sang, on sait qu'il n'y en a pas dans le cerveau. Mais les taux de tétrahydrocannabinol dans le sang étaient en dessous du seuil où on aurait considéré que c'était positif, alors que les concentrations cérébrales étaient extrêmement élevées. Mais est-ce qu'on ne trouve du THC que dans le cannabis? Il n'y en a-t-il pas dans d'autres substances? Le THC est une spécificité on en trouve nulle part ailleurs. Il n'y en a nulle part ailleurs. Bien, donc c'était effectivement la preuve que ces gens-là avaient consommé du cannabis. Donc le cannabis fait mauvais ménage avec la conduite automobile. Le cannabis fait très mauvais ménage avec les activités éducatives. C'est vrai que le fait d'être ivre, c'est vrai que le fait de ne pas être éveillé n'aide évidemment pas à comprendre ni à apprendre. Mais qui plus est, le cannabis agit assez électivement au niveau d'une structure cérébrale qu'on appelle l'hippocampe, qui joue un rôle important dans la mémoire de travail, dans la mémoire opérationnelle, dans cette mémoire qui est sollicitée lorsque nous percevons donc des informations nouvelles, qui vont alors devoir être réécrites d'une autre encre, une encre non
point volatile, d'une encre non point sympathique, d'une encre indélébile dans le registre de la mémoire à long terme. Mais on ne peut rien inscrire dans le registre de la mémoire à long terme si on ne l'a pas inscrit d'abord dans ce registre de la mémoire à court terme. Or, le cannabis perturbe la mémoire à court terme. Le sujet qui fume du cannabis s'inflige des troubles à certains égards comparables à ceux qu'éprouve le sujet atteint de la maladie d'Alzheimer. Et d'ailleurs, dans les épreuves expérimentales où l'on teste les effets du cannabis, on montre que les médicaments actifs sur la maladie d'Alzheimer préviennent les troubles donc induits par le cannabis. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre dans le cartable de l'écolier modèle 2014, à côté de sa barrette de cannabis, les médicaments du papy ou de la mamie qu'ils prennent pour leur maladie d'Alzheimer. Mais si l'on va au bout de ce raisonnement, on en arriverait presque à cela. Le cannabis est un énorme perturbateur éducatif. Et si la France est si bas placée dans le classement PISA qui compare les performances éducatives au travers de 90 États à travers le monde où nous ne sommes que 27e alors que nous consacrons des moyens considérables pour l'éducation de nos enfants, eh bien c'est sans doute en partie largement il y a d'autres causes, du fait, sans doute, mais notamment la méthode d'apprentissage de la lecture. La présence du cannabis chez nos jeunes joue sûrement un rôle très important à cet égard. Car il faut savoir que sur les 28 États membres de l'Union européenne, les jeunes Français sont les plus gros consommateurs de cannabis. Comment imaginer que cela ne puisse avoir d'incidence? Comment se fait-il? Eh bien, une loi mal connue, non appliquée, non justifiée, non expliquée, et puis une proposition non justifiée au sens qu'on ne donne pas les justifications. On ne donne pas les mais justifications. Elle est justifiée au sens où elle a des justifications. Ça paraît comme un oukase. Oh, c'est pour embêter les mômes, cette loi. Voilà comment ils peuvent le ressentir. Alors, les effets mauvais, deuxième étage. Alors, nous arrivons après donc la mémoire, après donc les perturbations sur la route, les troubles sur l'anxiété et la dépression. En aigu, chez un sujet anxieux, la consommation de cannabis va développer les effets perçus comme anxiolytiques. Et c'est là le piège. Le sujet qui a éprouvé donc un apaisement de ces troubles anxieux, très logiquement, il revient. C'est une drogue, il en use, il en abuse. Mais à force d'aller frapper régulièrement aux mêmes guichets cérébraux, on appelle les récepteurs CB1, le tétrahydrocannabinol agit sur des cibles particulières que sont ces récepteurs CB1. Eh bien, les guichets se ferment, le rideau de fer s'abaisse devant ces guichets, et bientôt ça ne fait plus rien. Et l'effet anxiolytique disparaît, pour qu'apparaisse une anxiété bien plus vive qu'elle n'était au début de la consommation. Même chose vis-à-vis des troubles dépressifs. Tel sujet morose, tristouné, introverti, l'alarme facile, qui ne s'inscrit pas dans un processus ambitieux, vient à découvrir le cannabis. Et le ciel noir de son humeur, eh bien, se fragmente et il voit un peu de bleu entre ces nuages. Et il s'imagine qu'il a trouvé son antidépresseur. Et là encore, il y vient, il y revient, il en use, il en abuse, jusqu'à ce que ça ne fasse plus rien et que la dépression réapparaisse bien plus vive qu'elle n'était à l'origine. Professeur Costantin, est-ce que ce n'est pas un phénomène commun à beaucoup de drogues? On dit que quand on a la gueule de bois vulgairement après avoir pris trop d'alcool, le lendemain matin, on peut soit traiter la gueule de bois par l'aspirine, soit la traiter en reprenant de la vodka. Mais bien sûr, c'est la poursuite infernale, et avec donc un trouble qui chemine en tête et qu'on parvient de moins en moins facilement à rattraper par le produit, de là l'augmentation du produit, jusqu'à ce que le produit ne fasse non seulement plus rien, mais que le trouble atteigne à un niveau. Or, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit le professeur Jean Costantin, qui est membre des Académies nationales de médecine et de pharmacie, spécialiste de neuropsychopharmacologie, et qui répond à la question: faut-il légaliser le cannabis ? Nous en étions donc aux méfaits cérébraux du cannabis,
avec l'anxiété, la dépression. On a vu croître au fil du temps la suicidalité de nos jeunes. Y a-t-il une relation avec le fait que croissait simultanément leur consommation de cannabis ? Eh bien, il y a des arguments qui permettent de relier ces deux phénomènes. Vous répondez par oui, sans certitude. Je vous donne les bases de ma réponse. Lors des journées d'appel pour la défense, les GAPD, nos jeunes appelés répondent à des questionnaires. Eh bien, il est un de ces questionnaires sur le mode « Fumez-vous du tabac, oui, non, du cannabis, oui, non, du cannabis, oui, une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, plusieurs fois par jour ». Avez-vous déjà eu des idées suicidaires, des tentations suicidaires ? Avez-vous déjà effectué des tentatives de suicide ? Et Marie Choquet, qui est une épidémiologiste à l'INSERM, qui a analysé donc ces questionnaires, montre qu'il y a une corrélation très hautement significative entre la consommation de cannabis, les idées, les tentations et les tentatives suicidaires. Oui, ces deux courbes qui augmentent parallèlement sont au moins en partie reliées donc par le phénomène cannabis. Donc il y a un lien de causalité. Donc il y a un lien de causalité. Attention, parce que un statisticien vous dirait, mais dans quel sens ? Est-ce que ce ne sont pas justement des gens qui ont des tendances suicidaires qui vont consommer du cannabis de la poudre de l'œuf qui a commencé, bien sûr. Ça, c'est la réprobation habituelle. Non, mais ce n'est pas une fausse question. On peut se dire peut-être que les gens qui éprouvent des sentiments de dépression vont être plus tentés du passage à la drogue pour tenter de calmer leur dépression. En tout cas, si cela est le cas, le fait de vouloir boucher l'orifice de la chambre à air par une rustine qui va bientôt faire un trou de la taille même de cette rustine, je vous ai dit avant, comment le fait de stimuler répétitivement les récepteurs CB1 sur lesquels agit le tétrahydrocannabinol avait pour effet donc de créer des troubles dépressifs ou d'aggraver les troubles dépressifs. Donc, je ne sais pas qui de la poule ou de l'œuf a commencé, mais ce qui est clair, c'est que le fait d'amener du cannabis sur des troubles dépressifs a pour effet d'aggraver les troubles dépressifs. Voilà. Alors, vous n'avez pas encore parlé dans la liste des effets d'un effet que vous avez évoqué tout à l'heure brièvement, qui est la schizophrénie. Ô combien, et c'est évidemment un effet grave. Le point que je tiens même à cet égard pour majeur. 2 études seulement parmi une centaine d'autres. La première, elle date des années 1970 en Suède, où le cannabis coulait à flot comme il coule à flot actuellement dans notre pays. Un psychiatre, Andreasen, est frappé dans ses consultations de psychiatrie par ces jeunes gens qui lui sont présentés avec des troubles extrêmement marqués et une résistance au traitement par le haloperidol, qui est le médicament toujours utilisé d'ailleurs dans ce type d'indication. Et il fait reconnaître à un certain nombre d'entre eux une consommation élevée de cannabis. Et il se dit, mais ne commettrait-on pas l'erreur de laisser diffuser une drogue qui aurait à connaître avec donc la schizophrénie ? Et il obtient des autorités politiques suédoises du moment des moyens absolument gigantesques. Jugez-en plutôt. Ils vont consister à prendre 50 000 conscrits d'une même année, 1971 en Suède. Tous vont être vus par un psychologue et à la moindre suspicion de schizophrénie ou de trouble schizoïde montrés à un psychiatre qui va confirmer ou infirmer. Et là, appauvrissant, si j'ose dire, l'étude, tous ces jeunes gens-là vont être sortis de l'étude et on continue avec les autres. On leur demande ce qu'a été leur consommation de cannabis avant l'âge de la conscription. Et grâce au registre des maladies mentales qui existe en Suède, ils vont être suivis pendant les 10 années qui vont suivre. Les autres qui sont censés ne pas avoir de tendance schizoïde. Absolument. Et donc, les résultats 1971-1981, 2 ans pour mouliner toutes les données, 1983, conclusion dans l'une des plus prestigieuses revues médicales internationales, The Lancet, s'exprimant ainsi: le fait d'avoir fumé plus de 50 joints en tout
Un joint, c'est une Avant cigarette. l'âge de la conscription, oui, un pétard, un joint, une cigarette de cannabis, multiplie par 6 le risque de devenir schizophrène. C'est effrayant. C'est effrayant, c'est absolument effrayant. Mais quand ça dérange, c'est comme la poussière, on la met sous le tapis. Oh, si c'était ça, on s'en Alors, serait aperçu, etc. Professeur Costantin, vous avez déjà fait aux auditeurs de Radio Courtoisie un tableau effrayant, j'oserais presque dire apocalyptique, des conséquences mauvaises pour la santé du cannabis, de la consommation de cannabis. Y en a-t-il d'autres que vous auriez oubliées qui seraient importantes ? L'incitation à la consommation d'autres drogues, bien évidemment. Tous les consommateurs d'héroïne sont passés par le cannabis. Tous ceux qui consomment du cannabis n'iront pas à l'héroïne, en particulier s'ils ont la chance de ne pas la rencontrer. Mais il faut savoir que le fait de consommer du cannabis prépare à recevoir d'emblée, sur un mode remarquablement exceptionnel, l'héroïne. Les premières rencontres avec les morphiniques sont généralement assez peu gratifiantes. Nausées, vomissements, sudation, tachycardie, cœur trop rapide, etc. À moins que on aborde cela avec un passé en particulier de consommation de cannabis où là d'emblée on va percevoir les effets donc du cannabis sur un mode absolument. Vous voulez dire que l'héroïne de l'héroïne sur un mode absolument. L'héroïne est un dérivé de la morphine. Oui. L'héroïne qui est un dérivé de la morphine, Ouais. qui n'a rien à voir ni chimiquement ni en termes de récepteurs Alors, avec ceux sur lesquels agit le tétrahydrocannabinol. Alors, nous arrivons à la conclusion de cette causerie sur le cannabis. Je crois avoir compris, cher professeur Costantin, que vous répondez non à la question « Faut-il légaliser le cannabis ?» et que vous répondez carrément non. Évidemment. Évidemment non. Car Alors, cette légalisation aurait pour effet d'amener ce 1,3 million usagers réguliers du cannabis qui sont obligés de se planquer pour le consommer, de tendre vers les 4 à 5 millions de sujets alcoolodépendants que compte notre pays, l'alcool étant licite, ou vers les 13 millions de consommateurs de tabac. on multiplierait par 3 le nombre de consommateurs, sans Mais- doute, peut-être davantage Mais par encore. 10 si l'on Ce tend serait vers les chiffres du tabac. Ce serait une catastrophe. Alors, donc, est-ce que l'on peut dire, comme on l'entend souvent, que le cannabis n'est qu'une drogue douce, Mais c'est par opposition à la drogue dure que serait l'héroïne, et que par conséquent on peut fermer les yeux sur la Mais consommation de cette drogue C'est une douce? désinformation complète. Le cannabis n'est pas une drogue douce, c'est une drogue lente. Et la multiplicité des méfaits que je vous ai restitués montre que c'est une drogue très dure vis-à-vis de sa toxicité. Eh bien voilà, donc je crois que la conclusion est claire. La question posée était faut-il légaliser le cannabis? Le professeur Costantin, avec tout le poids de la science, nous répond non. Le cannabis En aucune ne façon. doit pas être légalisé en aucune façon. C'est une drogue extrêmement dangereuse. Et je rappelle, professeur Costantin, que vous avez écrit Halte au cannabis, point d'exclamation, chez Odile Jacob. Vous avez écrit aussi pourquoi il ne faut pas dépénaliser l'usage du cannabis, sans point d'interrogation, hein, chez le même éditeur. Et pour les auditeurs de Radio Courtoisie, j'ajoute que vous avez écrit un livre plus léger, moins effrayant, plus roboratif, Café, thé, chocolat, les bienfaits pour le cerveau et pour le corps, avec un autre des amis de Radio Courtoisie, le professeur Pierre Delaveau. Et c'est également chez Odile Jacob. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, donc le café, d'accord, le cannabis, pas d'accord. Je pousse le portail de l'entrée. Un grincement sourd me fait sursauter. Le chat me regarde d'un air terrorisé. Y a plus un bruit, mais que s'est-il donc passé? Je rentre dans l'appartement, couple étendu sur le divan. Et c'était pas papa, maman qui jouait à Jeanne et à Tarzan. Mouflé à l'œil, médusé me regarde l'air défoncé. Mais, oh non! Ça sent le shit dans les chiottes à ma sœur. Ne déconnez pas, faut camoufler l'odeur. Vous êtes tous pâles comme les aspirateurs. Au secours, amenez vite un docteur. Et les parents qui vont rentrer, y a plus de film à la télé. Poussez pas, je sens les forces qui m'abandonnent. Poussez pas, faudrait voir à quoi qu'on déconne. Je suis le grand frère et pas la bonne, d'ailleurs elle repart pour Lisbonne. Juste la porte à salle à manger.
Alors là je crois que je vais craquer. C'est plus du flirt, c'est comme un steak haché. Hamburger cheese où le fromage aurait coulé. Attention la poque de grand-père. Attention le service de grand-mère. Attention les gars, faut pas que ça cogne. Pour jouer au foot, y'a le bois de Boulogne. Et la cousine dans le placard qui hurle la mort depuis hier soir. Mais, oh non. Ça sent le shit, c'est dans les chiottes à ma sœur. Je me précipite, faites venir un docteur. Au secours, amenez un extincteur. Déconnez pas, faut camoufler l'odeur. Et les parents qui vont rentrer, faudrait que je leur prépare à dîner. Poussez pas, je sens les forces qui m'abandonnent. Poussez pas, faudrait voir à pas qu'on déconne. Je suis grand frère et pas la bonne, d'ailleurs elle repart pour Lisbonne. Ça sent le shit dans les chiottes à sa sœur. Déconnez pas, faut camoufler l'odeur. Vous êtes tous pâles comme des aspirateurs. Et à cette heure-là, il y a plus de docteurs. Et vos parents qui vont rentrer, il y a plus de films à la télé. Ouh là là, ouh là là, ah là là, ouh là là. La cuisine c'est une patinoire. Ce qui glisse c'est pas du savon noir. Barbiturique j'ai le cafard. Mélancolique vite un pétard. Attention là je crois que je vais craquer. Attention là je crois que je vais craquer. La salle de bain j'ose pas regarder. Ils avaient décidé de se baigner, de jouer au sous-marin coulé, au capitaine qu'à la nausée, et qui dégueule son déjeuner sur la moquette de l'entrée. Ça sent le shit, c'est dans les chiottes à ma sœur. Déconnez pas, faut camoufler l'odeur. Vous êtes tous pâles comme des aspirateurs. Au secours, faites venir un docteur. Et les parents qui vont rentrer, les